Je suppose que chaque amoureux des chiens a une histoire qui vous brisera le cœur et le réparera en même temps. Mais ce que je vais vous raconter s'est passé ici même, à Sacramento, et Seigneur ayez pitié, cela me donne encore des frissons quand j'y pense. Je m'appelle Margaret Thompson et, il y a 2 ans, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je pensais connaître ma fille mieux que personne au monde, je pensais pouvoir la lire comme un livre ouvert, mais il s'est avéré que je ne savais rien de ce qu'elle traversait. C'était un mardi après-midi, au Riverside Memorial Gardens, quand tout ce que je croyais sur ma famille a été bouleversé. Mon mari, William, et moi venions d'enterrer les cendres de notre fille, Emily, sous ce vieux chêne où elle avait l'habitude de jouer quand elle était petite, 26 ans, arrachée à nous dans un accident de moto. Ça n'a toujours aucun sens. La cérémonie funéraire avait été petite, comme Emily l'aurait souhaité. Une poignée de personnes de la clinique vétérinaire où elle travaillait, le père Martinez disant quelques mots sur la façon dont le bon Dieu appelle ses anges chez lui quand il en a le plus besoin, des trucs habituels. Vous savez, le genre de choses que les gens disent quand ils essaient de donner un sens à une tragédie insensée. Mais alors que William et moi nous éloignons de ce cimetière dans notre vieille Honda, quelque chose dans mon rétroviseur a glacé mon sang. Duke, le berger allemand d'Emily, courait derrière notre voiture comme si sa vie en dépendait. Ce chien s'était d'une manière ou d'une autre échappé de notre jardin et nous poursuivait dans la rue avec plus de détermination que je ne lui en avais vu en 2 années entières. Duke n'était plus le même depuis la mort d'Emily. Aucun de nous ne l'était vraiment, mais ce chien, il était lentement en train de mourir de chagrin sous nos yeux. Il ne mangeait pas correctement, ne jouait pas, restait assis près de la fenêtre tous les soirs, à 18h47 précise, attendant une voiture qui ne reviendrait jamais à la maison. Ça me brisait le cœur de le voir dépérir comme ça. Quand nous l'avons trouvé au cimetière 20 minutes plus tard, j'ai cru assister aux dernières étapes d'une dépression canine induite par le deuil. Il creusait la tombe d'Emily comme une créature possédée, ses puissantes pattes déchirant la terre fraîche, de la terre volant de partout. Sa belle fourrure était recouverte de terre et il émettait ce gémissement aigu que je n'avais jamais entendu en toutes les années où je l'avais connu. « Duke, non, arrête. » J'ai pleuré, tombant à genoux près de cette tombe. « Tu ne peux pas la ramener, mon garçon, elle est partie. » Mais ce chien ne m'a prêté aucune attention. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans sa détermination, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Ses yeux ambrés étaient sauvages, désespérés, mais concentrés. Ce n'était pas le comportement d'un animal en deuil, c'était un chien en mission. C'est alors que William a attrapé une pelle du jardinier, ses mains tremblant comme des feuilles alors qu'il aidait Duke à déterrer ce que cet animal était si déterminé à trouver. À 6 pieds de profondeur, cette pelle a frappé quelque chose de dur, un conteneur métallique étanche de la taille d'une petite boîte à outils, enterré juste là, sous le dernier lieu de repos de notre fille. Si ça ne bat pas tout, je me suis dit. Mais quand William a sorti ce conteneur de la terre et a balayé la saleté, mon cœur a failli s'arrêter de battre. Gravé juste là, sur le couvercle, se trouvait le logo de la clinique vétérinaire d'Emily et un message qui me hante encore, pour maman et papa, quand Duke vous mènera ici, le moment sera venu. Tout mon amour, Emily. Debout là, dans ce cimetière, couvert de terre et de confusion, j'ai réalisé que tout ce que je pensais savoir sur la mort de ma fille était sur le point de changer. Et le plus grand secret de tous, il était assis juste là, à côté de moi, haletant et remuant la queue comme s'il venait d'accomplir le travail le plus important de toute sa vie. Vous voyez, Duke portait un fardeau depuis 2 ans qui aurait brisé n'importe quel chien moins fort, et j'avais porté mon propre fardeau juste à côté de lui, sans jamais le savoir. Nous nous noyions tous les deux dans la même culpabilité, les mêmes questions sans réponse, le même besoin désespéré de comprendre pourquoi Emily avait dû nous quitter de la façon dont elle l'avait fait. Ce que nous avons trouvé dans ce conteneur a tout changé. Mais avant de vous en parler, j'ai besoin que vous compreniez comment nous sommes arrivés à ce cimetière en premier lieu et pourquoi un chien passerait 2 ans de sa vie à se préparer pour un seul moment qui allait soit nous détruire complètement, soit nous libérer. Laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. Dès maintenant, continuons l'histoire. Emily était le genre de fille qui ramenait à la maison tous les errants qui croisaient son chemin. Et, croyez-moi, vivant près du centre-ville de Sacramento, cela voulait dire quelque chose. Dès qu'elle a pu marcher, cet enfant avait un aimant pour les choses cassées, des oiseaux blessés, des chats boiteux, même un opossum à 3 pattes une fois, ce qui avait fait se gratter la tête de William pendant des semaines. Mais Duke était différent de tous les autres. Emily l'a trouvé il y a 6 ans derrière sa clinique vétérinaire sur Arden Way, quelques mois seulement après avoir obtenu son diplôme de l'UC Davis. Pauvre petite chose,
elle ne pouvait pas avoir plus de 8 semaines, abandonnée dans une boîte en carton comme les ordures d'hier. Sa patte arrière gauche était cassée net, probablement à cause d'un coup de pied ou d'un jet, et il était si maigre qu'on pouvait compter chaque côte à travers sa fourrure emmêlée. La plupart des gens auraient jeté un coup d'œil à ce chiot et auraient pensé qu'il était perdu d'avance. Les seules factures de vétérinaire auraient suffi à effrayer quiconque ayant un minimum de jugeote, mais pas ma Émilie. Non. Elle a jeté un coup d'œil dans ses yeux ambrés, plein de douleur, mais toujours confiant, et ce fut tout. Elle l'a ramassé comme s'il était fait d'or et l'a emmené directement à la clinique. « Maman » m'a-t-elle appelé ce soir-là, la voix pétillante d'excitation, « j'ai besoin que toi et papa veniez rencontrer quelqu'un. » Quand nous sommes arrivés, elle avait ce chiot enveloppé dans son propre pull, lui donnant du lait en poudre avec un petit biberon. Sa patte était dans un plâtre correct et il levait les yeux vers Émilie comme si elle avait accroché la lune et les étoiles juste pour lui. William a jeté un coup d'œil à la situation et a poussé un long soupir. « Emily Rose Thompson » a-t-il dit, en utilisant son nom complet, comme il le faisait quand il essayait d'être sévère. « Tu ne peux pas sauver tous les animaux du comté de Sacramento. » Mais Emily a juste souri, ce sourire têtu qu'elle avait hérité de sa grand-mère. « Je n'essaie pas de sauver tous les animaux, papa, juste celui-ci, et elle l'a sauvé. » Duke a passé les 3 mois suivants à se rétablir dans le petit appartement d'Emily et je jure que ce chien a appris à vénérer le sol qu'elle foulait. Au moment où sa patte a guéri correctement, il s'était transformé en cette magnifique créature, 40 kilos de pur muscle et de dévouement. Sa fourrure s'était développée en cette belle robe noire et fauve, et ses yeux ambrés n'ont jamais cessé de suivre chaque mouvement d'Emily. Ce qui m'a le plus frappé dans leur relation, c'est la façon dont Duke semblait comprendre Emily d'une manière qui dépassait le comportement normal d'un animal de compagnie. Il savait quand elle passait une mauvaise journée avant même qu'elle n'ait franchi la porte. Les soirs, quand elle rentrait à la maison, épuisée, après avoir géré des cas difficiles à la clinique, Duke avait déjà ses pantoufles qui l'attendaient devant la porte et posait sa tête massive sur ses pieds dès qu'elle s'asseyait. Emily avait l'habitude de plaisanter en disant que Duke ressemblait plus à un ange gardien poilu qu'à un chien ordinaire. Il a ce 6e sens pour les gens, nous disait-elle. Il peut repérer les ennuis à des kilomètres, et c'était vrai. Ce chien avait une capacité étonnante à lire les situations et les gens, ce qui me donnait parfois la chair de poule. Le lien entre eux était quelque chose de spécial, le genre de choses que l'on lit dans les livres, mais que l'on ne voit pas souvent dans la vie réelle. Duke restait parfaitement immobile pendant des heures pendant qu'Emily étudiait pour ses examens du conseil d'administration vétérinaire, ne bougeant jamais à moins qu'elle n'ait besoin de quelque chose. Quand elle travaillait tard à la clinique, il attendait près de la fenêtre jusqu'à ce que ses phares se dirigent vers l'allée, quel que soit le temps que cela prenait. Emily a toujours dit que Duke l'avait autant sauvé qu'elle l'avait sauvé. Après que son petit ami de l'université lui ait brisé le cœur en dernière année, elle s'était sentie assez seule jusqu'à l'arrivée de Duke. « Il m'a donné quelque chose pour rentrer à la maison », expliquait-elle, « quelque chose qui avait besoin de moi autant que j'avais besoin de lui. » Mais en y repensant maintenant, j'ai réalisé qu'il y avait des signes, au cours de ces derniers mois, que quelque chose n'allait pas. Emily avait commencé à emmener Duke faire de longues promenades dans des endroits où il n'était jamais allé auparavant. Tous les samedis matins, elle le chargeait dans sa petite Honda et conduisait quelque part, de nouveaux sentiers de randonnée dans les contreforts, des parcs de l'autre côté de la ville et, le plus étrange de tout, les Riverside Memorial Gardens. Au début, William et moi avons pensé que c'était mignon. Emily avait toujours été du genre à explorer et Duke adorait aller n'importe où avec elle. Mais quand je l'interrogeais sur ses aventures du week-end, elle avait ce regard distant dans les yeux et disait simplement qu'il s'entraînait pour quelque chose d'important. « S'entraîner à quoi ?» demandai-je. Mais Emily souriait et changeait de sujet. Puis il y a eu les maux de tête. Emily a commencé à avoir ces terribles maux de tête qui la laissaient pâle et tremblante. Elle les attribuait au fait de travailler trop de quarts de 12 heures à la clinique, mais j'ai remarqué que le comportement de Duke changeait à peu près à la même époque. Il est devenu encore plus protecteur, si c'était possible, s'il était possible, il se plaçait entre Emily et les portes comme s'il essayait de l'attraper si elle tombait. Quand elle avait un de ces maux de tête, Duke la poussait vers le canapé et ne la quittait pas jusqu'à ce que cela passe. Ce chien devient affreusement collant, a mentionné William un soir, après que Duke ait passé tout le dîner couché sur les pieds d'Emily. Il faudrait peut-être le faire vérifier pour l'anxiété de séparation, mais Emily a simplement ri. « Il va bien, papa, nous sommes juste très proches, c'est tout. » La vérité, c'est que Duke n'était pas collant, il était inquiet. Je peux le voir maintenant, clair comme le jour. Ce chien savait que quelque chose n'allait pas avec Emily des mois avant que nous ayons la moindre idée.
Il essayait de la protéger de quelque chose que nous ne pouvions pas voir, que nous ne pouvions pas comprendre. Ces sorties du samedi au cimetière auraient dû être notre plus grand drapeau rouge. Quel genre de jeune femme passe ses week-ends dans un cimetière avec son chien? Mais Émilie avait toujours une explication toute prête. Elle aidait Duc à s'habituer à des environnements différents ou à travailler ses compétences sociales. Tout cela semblait suffisamment raisonnable à l'époque. Émilie avait toujours été indépendante, avait toujours marché au rythme de son propre tambour. Depuis qu'elle était petite, elle gérait les choses à sa façon et nous en parlait après coup. Alors, quand elle a commencé à être secrète au sujet de ses activités du week-end, nous avons pensé que c'était juste Émilie qui était Émilie. Mais Duc savait, ce chien savait exactement à quoi Émilie le préparait, à quoi elle l'entraînait. Tous ces voyages au cimetière, toutes ces longues promenades, toute cette attention supplémentaire, Émilie préparait Duc pour le jour où il devrait prendre soin de nous à sa place. Si j'avais prêté plus d'attention, si j'avais fait confiance à mon instinct au lieu de respecter la vie privée d'Émilie, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être aurions-nous pu l'aider à traverser ce qu'elle traversait. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu l'impression de devoir porter un fardeau si lourd toute seule. Mais c'est ça, avec le recul. C'est toujours 2020, comme on dit, on ne peut pas changer ce qui est déjà fait, on ne peut pas reprendre les chances qu'on n'a pas saisies ni les questions qu'on n'a pas posées. Tout ce que l'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec le poids de ce que l'on ne savait pas et espérer qu'un jour on comprendra pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Duc, lui, a compris, même quand nous ne l'avons pas fait, même quand Émilie pensait qu'elle nous protégeait de la vérité, Duc savait ce qui allait arriver, et il a passé chaque jour de ces derniers mois à se préparer à mener à bien la mission la plus importante de sa vie. Avec le recul, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle a commencé à emmener Duc au cimetière tous les week-ends. Mais vous savez comment c'est avec vos enfants, parfois, vous voyez ce que vous voulez voir au lieu de ce qui est juste devant votre nez. C'est environ 8 mois avant l'accident que le comportement d'Émilie a vraiment commencé à changer. Tous les samedis matins, comme une horloge, elle chargeait Duc dans sa petite Honda rouge et disparaissait pendant des heures. Quand je demandais où ils allaient, elle me donnait des réponses vagues sur des exercices d'entraînement ou l'exploration de nouveaux endroits. Émilie avait toujours été indépendante, alors je n'y ai pas beaucoup pensé au début, mais ensuite, les maux de tête ont commencé à s'aggraver. Je la trouvais assise à notre table de cuisine le dimanche matin, le visage pâle comme du papier, appuyant ses paumes contre ses tempes, comme si elle essayait de se tenir la tête. Duc était juste là, à côté d'elle, son cadre massif pressé contre ses jambes, ses yeux ambrés ne quittant jamais son visage. « Chérie, tu te tues à la tâche à cette clinique », lui ai-je dit un matin, la regardant lutter pour manger les crêpes que William avait faites. « C'est quand la dernière fois que tu as pris une vraie journée de congé ?» Émilie a juste souri, ce sourire fatigué, et a tendu la main pour gratter les oreilles de Duc. « Je vais bien, maman, j'ai juste besoin d'ajuster un peu mon emploi du temps de travail. » Mais elle n'allait pas bien. N'importe quel imbécile pouvait voir qu'elle avait perdu du poids, peut-être 5 à 7 kilos qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Ses beaux cheveux bruns avaient perdu leur éclat et il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas cacher. Le plus inquiétant, c'est que Duc avait commencé ce nouveau comportement où il ne la laissait pas sortir de sa vue, pas une minute. Ce chien avait toujours été protecteur, mais c'était différent. Quand Émilie se levait pour aller aux toilettes, Duc suivait. Quand elle allait à la cuisine pour un verre d'eau, il était là, à trottiner derrière elle comme une ombre poilue, et la façon dont il nous regardait, c'était presque comme s'il essayait de nous dire quelque chose d'important, quelque chose que nous étions trop stupides pour comprendre. Le point de rupture est survenu un dimanche après-midi, fin mars. Émilie était venue dîner et elle avait l'air pire que je ne l'avais jamais vue. Elle avait du mal à suivre la conversation, perdait le fil de ce dont nous parlions en plein milieu d'une phrase. Quand elle a essayé de m'aider à débarrasser la table, elle a renversé un verre d'eau et a simplement regardé le désordre comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. « C'est assez », ai-je annoncé, ma patience étant finalement à bout. « Émilie Rose, tu te tues avec cet emploi du temps. Je veux que tu prennes une semaine de congé et que tu consultes un médecin pour ces maux de tête. » William a hoché la tête en signe d'approbation depuis sa place à table. « Ta mère a raison, ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça. » Mais la réaction d'Émilie nous a pris tous les deux au dépourvu. Au lieu de ses protestations habituelles sur le fait d'aller bien, elle s'est juste tenue là, dans notre cuisine, les larmes coulant sur son visage. Duc s'est immédiatement approché d'elle, pressant son corps contre ses jambes comme s'il essayait de la soutenir. « Je ne peux pas » a-t-elle chuchoté, sa voix si basse que nous pouvions à peine l'entendre. «
Je ne peux pas ralentir en ce moment. Il y a des choses dont je dois m'occuper en premier. Quelle chose, ai-je exigé, mon instinct maternel étant enfin en marche. Qu'est-ce qui est si important que cela vaille la peine de détruire votre santé? Émilie a baissé les yeux sur Duc, puis s'est tournée vers nous, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait nous dire la vérité, quelle que soit la vérité qu'elle portait comme un poids de plomb depuis des mois. Mais ensuite, elle a redressé ses épaules et s'est essuyé les yeux. « J'ai besoin que vous me promettiez tous les deux quelque chose, a-t-elle dit, la voix plus forte maintenant. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que vous fassiez confiance à Duc, quoi qu'il fasse, quelle que soit l'étrangeté qu'il peut susciter. Vous devez lui faire confiance. » « Émilie, tu nous fais peur, a dit William, tendant la main vers elle à travers la table. Que veux-tu dire, si quelque chose t'arrive? Promettez-moi juste, a-t-elle insisté, sa main se dirigeant automatiquement vers la tête de Duc, promettez-moi que vous lui ferez confiance. Nous avons promis, bien sûr. Que pouvions-nous faire d'autre quand votre enfant vous demande quelque chose avec autant de désespoir dans la voix? Vous promettez tout ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais j'ai passé le reste de cette soirée avec une sensation de malaise dans l'estomac, comme s'il me manquait quelque chose de crucial. Après le départ d'Émilie ce soir-là, William et moi nous sommes assis dans notre salon en essayant de donner un sens à ce dont nous avions été témoins. Elle fait une sorte de dépression, a dit William, desserrant sa cravate avec des mains tremblantes. Le stress du travail, peut-être des problèmes avec un petit ami, dont nous ne sommes pas au courant. Mais je savais que c'était plus que du stress. Appelez ça l'intuition maternelle, appelez ça comme vous voulez, mais je sentais dans mes os qu'Émilie était en grave difficulté. Le problème, c'est que je ne savais pas quel genre de problème et qu'elle n'allait pas nous le dire. C'est alors que j'ai pris la décision. Je regrette chaque jour depuis que j'ai décidé de respecter la vie privée d'Émilie au lieu d'insister pour avoir des réponses. Elle avait 26 ans, une femme adulte avec sa propre vie et ses propres problèmes. Si elle voulait notre aide, elle la demanderait. En attendant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre et espérer qu'elle vienne nous voir quand elle serait prête. Avec le recul, j'ai réalisé que c'était le moment où je l'ai manqué en tant que mère, non pas parce que je ne l'aimais pas assez ou que je ne m'en souciais pas assez, mais parce que je l'aimais tellement que j'étais disposé à la laisser gérer les choses à sa façon, même quand chaque instinct que j'avais crié qu'elle avait besoin d'aide. Les sorties du week-end au cimetière se sont poursuivies. Tous les samedis matins, Émilie et Duc disparaissaient pendant 3 ou 4 heures. Quand ils revenaient, Duc était couvert de terre et Émilie était épuisée, comme s'ils avaient fait un travail physique difficile. Mais quand j'ai posé des questions à ce sujet, Émilie disait simplement qu'ils travaillaient sur un entraînement spécial. S'entraîner à quoi, ai-je demandé un après-midi, quand elle a amené Duc pour chercher des restes? Juste au cas où, a dit Émilie en évitant mon regard. Les chiens ont besoin de savoir comment trouver les choses, comment suivre le sens. C'est un bon exercice mental pour lui. Ça aurait dû être mon deuxième indice. Émilie n'était pas du genre à perdre du temps dans des activités inutiles. Si elle passait des heures chaque week-end à entraîner Duc à trouver des choses, il devait y avoir une raison spécifique et importante qu'elle ne partageait pas avec nous. Mais j'ai laissé tomber, comme j'ai laissé tomber les maux de tête, la perte de poids, l'épuisement et tous les autres signaux d'alerte qui s'accumulaient comme des nuages d'orage avant une tornade. Je me suis dit que je respectais son indépendance, que je lui donnais l'espace nécessaire pour faire face à ce qui la préoccupait. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ce que je pourrais trouver si je creusais trop profondément, peur d'entendre quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Alors, je me suis convaincu que quoi que traverse Émilie, elle s'en sortirait toute seule, comme elle l'avait toujours fait. 3 semaines après cette conversation dans notre cuisine, Émilie est morte, tuée sur le coup lorsque sa moto a heurté un arbre sur l'autoroute 50, à 5 miles seulement de notre maison. La police a dit qu'elle avait probablement eu une sorte d'épisode médical en conduisant, une crise d'épilepsie ou un évanouissement qui lui avait fait perdre le contrôle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre nous ne savait jusqu'à ce que Duc nous mène au conteneur enterré, c'est qu'Émilie s'était préparée pour ce moment pendant des mois. Elle savait exactement ce qui allait arriver, et elle avait passé ces dernières semaines à s'assurer que Duc serait prêt à prendre soin de nous quand elle ne le pourrait plus. Si j'avais insisté davantage, si j'avais ignoré ses protestations et l'avais forcé à consulter un médecin, les choses auraient-elles été différentes? C'est la question qui me ronge depuis 2 ans, la culpabilité qui empoisonne chaque souvenir que j'ai de nos derniers mois ensemble. Voici où je dois vous dire quelque chose qui me ronge depuis 2 ans, quelque chose qui me fait me sentir comme la pire mère qui ait jamais existé. Vous voyez,
environ 3 semaines avant la mort d'Émilie, j'ai trouvé quelque chose dans sa chambre qui aurait dû me forcer à la traîner à l'hôpital, qu'elle le veuille ou non. C'était un mardi matin et Émilie m'avait demandé d'aller chercher des papiers dans son appartement pendant qu'elle était au travail. Rien d'inhabituel à cela, elle oubliait toujours des documents importants et avait besoin de l'un de nous pour l'aider. J'avais ma propre clé, bien sûr, et la permission d'entrer quand elle avait besoin de quelque chose. Mais quand je suis entré dans sa chambre pour chercher ses papiers, j'ai vu quelque chose qui m'a stoppé net. Sur sa table de chevet, partiellement cachée sous une pile de revues vétérinaires, se trouvait une pile de factures médicales. Pas des factures de médecins ordinaires, remarquez bien, mais des factures de spécialistes, d'oncologues, de neurochirurgiens, le genre de médecins que l'on ne voit que quand quelque chose de terriblement grave ne va pas. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à ramasser ces papiers. Dr Rebecca Martinez, oncologie neurologique. Dr James Peterson, neurosurgerie associate, IRM, tomodensitométrie, quelque chose appelé consultation de biopsie. Les dates remontaient à 4 mois et les montants, Seigneur ayez pitié, les montants étaient stupéfiants, des dizaines de milliers de dollars qu'Émilie ne pouvait pas se permettre avec le salaire d'un vétérinaire. Je me suis assise là, au bord de son lit, ses factures étalées devant moi, et j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de mes oreilles. Ma petite fille voyait des spécialistes du cancer du cerveau et elle ne nous avait rien dit à ce sujet. Pas un seul mot. Mais voici la partie qui me donne la nausée quand j'y pense. Au lieu d'affronter Émilie sur le champ, au lieu de camper à sa clinique jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité, j'ai remis ses factures exactement là où je les avais trouvées et j'ai fait comme si je ne les avais jamais vues. Je me suis dit que je respectais sa vie privée, qu'Émilie était une femme adulte qui avait le droit de gérer ses propres situations médicales, que si elle voulait notre aide, elle la demanderait. Toutes les choses qui semblent raisonnables quand on essaie de se convaincre qu'on n'est pas un lâche. La vérité, c'est que j'étais terrifié. Terrifié d'entendre des mots comme cancer et terminal et combien de temps lui reste-t-il? Terrifié de voir mon unique enfant dépérir dans un lit d'hôpital. Terrifié d'un avenir sans le rire d'Émilie qui remplirait notre maison les dîners du dimanche. Alors, je me suis tué et j'ai prié pour que peut-être j'avais mal compris ce que j'avais vu. Peut-être que ces factures concernaient des recherches qu'Émilie faisait à la clinique. Peut-être qu'elle aidait un collègue qui avait des problèmes financiers. Peut-être, tous les peu désespérés auxquels les parents s'accrochent quand ils ne peuvent pas faire face à la vérité. Mais Duc connaissait la vérité. Avec le recul, je peux voir que Duc savait depuis des mois ce que j'avais trop peur de reconnaître. Tout ce comportement protecteur, toutes ces fois où il ne voulait pas quitter les côtés d'Émilie, tous ces regards inquiets qu'il nous lançait quand Émilie avait un de ses maux de tête. Ce chien regardait son humaine bien-aimée mourir à petit feu et il essayait de nous le dire de la seule façon qu'il connaissait. Environ une semaine après que j'ai trouvé ces factures médicales, quelque chose s'est passé qui aurait dû être notre dernier signal d'alarme. Émilie était venue dîner un dimanche soir et elle passait une de ses mauvaises journées. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts, se frottait sans cesse les tempes et, quand elle a essayé de manger le rôti de pot-au-feu que j'avais préparé, elle n'a pu prendre que quelques petites bouchées. Nous étions assis dans le salon après le dîner à regarder un film à la télévision quand Émilie s'est soudainement raidie dans sa chaise. Ses yeux se sont révulsés, ses mains ont commencé à trembler et elle a émis ce terrible bruit d'étouffement que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Duc était sur ses pieds avant même que je ne réalise ce qui se passait. Il s'est positionné juste devant la chaise d'Émilie, son corps l'empêchant de tomber en avant, et a commencé à émettre ce faible gémissement qui semblait percer ce qui lui arrivait. « Émilie » a crié William, sautant de son fauteuil inclinable. « Émilie, tu m'entends ?» Tout l'épisode n'a pas duré plus de 30 secondes, mais il m'a semblé durer des heures. Le corps d'Émilie s'est progressivement détendu, sa respiration est redevenue normale et ses yeux se sont à nouveau fixés. Mais le regard de confusion sur son visage, la façon dont elle semblait réellement perplexe quant à l'endroit où elle se trouvait et ce qui s'était passé, cela m'a fait plus peur que tout. « Ça va ?» a-t-elle dit rapidement, remarquant nos expressions paniquées. « J'ai juste eu un petit vertige là pendant 1 minute. J'ai travaillé trop de double quart ces derniers temps. » Mais Duc n'a pas cru à son explication plus que nous n'aurions dû. Il est resté juste à côté de sa chaise pendant le reste de la soirée, la tête posée sur ses genoux, regardant son visage, comme s'il s'attendait à ce qu'un autre épisode frappe à tout moment. « Émilie, ce n'était pas des vertiges, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Cela ressemblait à une sorte de crise. Nous devons vous emmener à l'hôpital tout de suite, maman, je vous en prie. » Émilie a protesté, se grattant les oreilles de Duc avec des doigts tremblants.
Je vais bien. C'était juste un vertige dû au fait de se lever trop vite. Vous savez comment je suis quand je ne mange pas assez. William n'en démordait pas, ma chérie. Les gens normaux n'ont pas de vertige qui les rende inconscients. Quelque chose ne va pas et nous allons découvrir ce que c'est. Mais Emily s'est entêtée comme elle le faisait depuis qu'elle était une enfant. Elle a insisté sur le fait qu'elle allait bien, a promis qu'elle prendrait rendez-vous avec son médecin traitant si cela se reproduisait, et nous a finalement épuisés avec son entêtement. Le soir où elle est partie, elle nous avait convaincus que nous réagissions de façon excessive à une simple syncope. Le lendemain matin, j'ai appelé l'appartement d'Emily pour prendre de ses nouvelles, mais elle n'a pas répondu. Lorsque j'ai appelé la clinique, sa collègue, le docteur Sarah Mitchell, m'a dit qu'Emily s'était mise en arrêt maladie. Cela aurait dû être un autre signal d'alarme. Emily ne s'était jamais mise en arrêt maladie, pas même lorsqu'elle avait la grippe au point de pouvoir à peine se tenir debout. Je me suis rendu à son appartement et j'ai utilisé ma clé pour entrer. J'ai trouvé Emily sur son canapé, Duc blotti contre elle, tous deux semblant ne pas avoir dormi de la nuit. Le visage d'Emily était pâle comme du papier et elle avait des cernes qui lui donnaient l'air d'avoir plusieurs années de plus que ses 26 ans. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» ai-je demandé, m'asseyant sur la table basse en face d'elle. « Mieux » a-t-elle menti, sans me regarder dans les yeux, « beaucoup mieux. Je pense que toi et papa aviez raison, je travaille trop. Je vais commencer à réduire mes heures, mais elle n'allait rien réduire du tout. Et quelque part au fond de mon cœur, je crois que je savais qu'Emily était malade, désespérément, dangereusement malade, et qu'elle nous le cachait parce qu'elle pensait qu'elle nous protégeait de la douleur, tout comme je cachais ce que j'avais vu dans sa chambre parce que je pensais que je me protégeais d'une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Duc regardait Emily et moi alternativement pendant cette conversation, et je jure sur la tombe de ma mère que ce chien essayait de communiquer quelque chose d'important. La façon dont il poussait Emily lorsqu'elle commençait à s'assoupir, la façon dont il me regardait avec ses yeux ambrés intelligents, comme s'il me suppliait de comprendre ce qu'il ne pouvait pas dire à haute voix. Mais je n'ai pas compris, ou peut-être que je n'ai pas voulu comprendre. Je suis rentré chez moi cet après-midi et j'ai dit à William qu'Emily semblait aller beaucoup mieux, que nous avions probablement réagi de façon excessive à une simple syncope. Nous avons convenu de lui donner de l'espace et de faire confiance au fait qu'elle viendrait vers nous si elle avait besoin d'aide. 3 jours plus tard, Emily était morte. Et Duc et moi vivions avec la même culpabilité depuis ce temps. La certitude que nous avions tous deux vu les signes, que nous savions tous deux que quelque chose n'allait pas, et que nous avions tous deux échoué à sauver la personne que nous aimions le plus au monde. Cet accident de moto que tout le monde disait si fortuit. Eh bien, il s'est avéré qu'il ne l'était pas du tout. Lorsque William et moi avons ouvert ce conteneur métallique que Duc avait déterré de la tombe d'Emily, la première chose que nous avons trouvée était une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus de la main soignée d'Emily. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient des copies de dossiers médicaux qui expliquaient tout. Nous avions été trop aveugles ou trop effrayés pour voir le stade 4 de la glioblastose, c'est ainsi que les médecins l'appelaient, une tumeur au cerveau si agressive, si avancée au moment où ils l'ont découverte, qu'Emily n'avait peut-être que 3 mois à vivre. 3 mois. Et elle avait porté cette condamnation à mort pendant 8 mois avant que l'accident de moto ne l'emporte. Temps de survie estimé, 8 à 12 semaines avec traitement, 4 à 6 semaines sans intervention. Ces mots étaient dactylographiés sur le papier à en-tête du docteur B. Martinez, à l'encre noire sur papier blanc, aussi définitif qu'un coup de marteau du juge. Emily vivait à crédit depuis des mois, sachant exactement comment son histoire allait se terminer, et elle ne nous avait jamais dit un mot à ce sujet. Les dossiers médicaux ont dressé un tableau qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Emily avait commencé à avoir des symptômes en janvier, les maux de tête, les vertiges, les épisodes de confusion qu'elle avait cachés à tout le monde, sauf à Duc. Lorsqu'elle a finalement consulté un médecin en février, la tumeur avait grossi au point d'affecter plusieurs zones de son cerveau. Le docteur Martinez avait recommandé une intervention chirurgicale immédiate, suivie de radiothérapie et de chimiothérapie. Mais même avec un traitement agressif, les chances d'Emily de survivre plus d'1 an étaient inférieures à 5%. Sans traitement, elle avait des semaines, pas des mois, et les effets secondaires du traitement auraient été brutaux, convulsions, déclin cognitif, la perte progressive de tout ce qui faisait d'Emily elle-même. Il y avait une note jointe aux dossiers médicaux, écrite de la main d'Emily. « Maman et papa, je ne pouvais pas supporter de vous voir souffrir, de me voir mourir lentement. L'accident a été une miséricorde pour nous tous. S'il vous plaît, ne vous blâmez pas d'avoir manqué les signes. J'ai travaillé très dur pour vous les cacher, mais ce n'était pas le pire.
Le pire était ce qui suivait dans ce conteneur, un épais dossier intitulé « Carnet d'entraînement de Duc ». Ce qui a montré à quel point Emily avait tout planifié avec soin. À partir de mars, elle emmenait Duc au Riverside Memorial Gardens tous les week-ends, lui apprenant à localiser des odeurs spécifiques, à creuser à des endroits précis, à attendre le bon moment pour révéler ce qu'elle avait caché. Semaine 1, Duc a réussi à localiser le conteneur d'entraînement après 15 minutes. Il doit encore travailler sur l'attente de l'ordre avant de creuser. Semaine 5, exécution parfaite. Duc a trouvé le conteneur en moins de 5 minutes et a attendu mon signal avant de creuser. Semaine 12, Duc peut maintenant faire la différence entre les exercices d'entraînement et le véritable lieu d'inhumation. Il comprend qu'il s'agit d'un travail sérieux. Page après page de notes minutieuses documentant comment Emily avait passé ces derniers mois à entraîner Duc pour le jour où il devrait nous conduire à la vérité. Elle avait enterré des conteneurs d'entraînement dans tout le cimetière, lui apprenant la différence entre les exercices d'entraînement et la réalité. Elle avait travaillé avec lui sur la patience, sur le fait de suivre les ordres, sur le moment où il était temps d'accomplir sa mission. Mais l'entrée la plus déchirante était la dernière, datée de 3 jours seulement avant la mort d'Emily. Duc est angoissé par mon état. Il sait que quelque chose ne va pas et ne comprend pas pourquoi nous continuons à nous entraîner pour quelque chose qui semble si définitif. Aujourd'hui, j'ai dû lui dire que son travail n'est pas de me sauver, mais de sauver maman et papa. Lorsqu'ils seront prêts à entendre la vérité, je pense qu'il comprendra enfin. En lisant ces mots, assis là dans ce cimetière, avec de la terre sous mes ongles et des larmes coulant sur mon visage, j'ai réalisé que Duc portait le poids du secret d'Emily depuis des mois. Il savait qu'elle était en train de mourir, il savait qu'elle souffrait, il savait que tout leur voyage du week-end au cimetière était une préparation pour le jour où il devrait nous guider vers ce moment. Le carnet d'entraînement expliquait également le comportement de Duc dans les dernières semaines d'Emily, toutes ses attentions protectrices, tous ses regards inquiets, toutes ces fois où il semblait essayer de communiquer quelque chose d'urgent. Il avait vu Emily se détériorer et voulait désespérément nous dire ce qui se passait. Mais Emily l'avait entraîné à attendre, à garder le secret jusqu'à ce qu'elle soit partie, jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter la vérité. William tremblait si fort qu'il pouvait à peine tenir les papiers. Elle savait, répétait-il sans cesse, elle savait qu'elle allait mourir et elle ne nous l'a pas dit. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Mais en continuant à lire les notes d'Emily, j'ai commencé à comprendre son raisonnement. Elle avait vu trop de familles déchirées par une maladie mortelle. Pendant son travail à la clinique vétérinaire, elle avait vu comment le cancer pouvait consommer non seulement le patient, mais aussi tous ceux qu'il aimait. Elle avait vu des gens passer leurs derniers mois à l'hôpital au lieu de vivre leurs derniers jours avec dignité et détermination. « Je ne veux pas que vous vous souveniez de moi malade », avait écrit Emily dans une lettre adressée à nous deux. « Je ne veux pas que nos dernières conversations portent sur les traitements, les pronostics et le temps qu'il me reste. Je veux que vous vous souveniez de moi en bonne santé et heureuse, comme je l'ai toujours été. L'accident de moto m'a fait ce cadeau. » L'accident de moto, même cela, n'avait pas été la tragédie fortuite que nous avions cru. Selon les dossiers médicaux, Emily avait des crises de petit mal depuis des semaines avant sa mort, de brefs épisodes où elle perdait connaissance pendant quelques secondes, exactement comme ceux dont nous avions été témoins ce dimanche soir dans notre salon. Le docteur Martinez avait fortement conseillé à Emily d'arrêter de conduire, en particulier la moto qu'elle aimait tant. Le risque d'avoir une crise en conduisant un véhicule était trop élevé, mais Emily avait continué à faire de la moto, et maintenant je comprenais pourquoi. Elle attendait la crise inévitable qui lui ôterait le choix. La dernière pièce du puzzle était un court fichier vidéo sur un petit appareil photo numérique qui avait été enveloppé dans du plastique au fond du conteneur. Lorsque William a compris comment faire fonctionner la chose, le visage d'Emily est apparu sur le petit écran, Duc assis à côté d'elle dans ce qui ressemblait au salon de son appartement. « Salut, maman et papa », a-t-elle dit, et sa voix semblait si normale, si ressemblante à notre Emily en bonne santé, que cela m'a coupé le souffle. Si vous regardez cela, cela signifie que Duc a accompli sa mission avec succès. Je suis si fier de lui et j'espère que vous aussi. Elle avait l'air fatiguée dans la vidéo, plus mince que je ne l'avais vue, mais elle souriait, ce beau sourire qui avait illuminé nos vies pendant 26 ans. Duc était assis parfaitement immobile à côté d'elle, regardant directement l'appareil photo, comme s'il comprenait l'importance de ce qui était enregistré. Je sais que vous êtes probablement en colère contre moi en ce moment pour avoir gardé ce secret, a poursuivi Emily, mais j'ai besoin que vous compreniez que tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Je ne pouvais pas supporter de vous voir souffrir à cause de ma souffrance. Je ne pouvais pas supporter l'idée de passer mes dernières semaines dans un lit d'hôpital au lieu de vivre le peu de temps qu'il me restait.
La vidéo ne durait qu'environ 5 minutes, mais pendant ces 5 minutes, Émilie a tout expliqué, comment elle avait découvert la tumeur lors d'un examen de routine après que ses crises du dimanche soir aient commencé. Comment les médecins lui avaient donné un pronostic si sombre que le traitement semblait inutile. Comment elle avait décidé de passer le temps qu'il lui restait à préparer Duc pour qu'il prenne soin de nous après son départ. Duc connaît des choses sur le chagrin et la perte que la plupart des chiens de thérapie n'apprennent jamais, a-t-elle dit, tendant la main pour lui gratter les oreilles. Il a été mon partenaire dans ce processus depuis le début. Lorsque vous serez prêt à commencer à guérir, il saura exactement comment vous aider. Mais la révélation la plus dévastatrice était encore à venir. Mais ce n'était même pas la moitié de l'histoire. Duc avait porté des secrets qui nous auraient brisé le cœur 2 fois plutôt qu'une. Lorsque cette vidéo d'Émilie s'est terminée, William a trouvé un autre enregistreur numérique plus profondément dans le conteneur. Celui-ci était enveloppé dans une petite serviette que j'ai reconnue comme étant l'une des couvertures préférées de Duc lorsqu'il était chiot. L'enregistreur était différent de l'appareil photo, plus ancien, plus usé, comme si Émilie l'avait utilisé pendant des mois. Lorsque William a appuyé sur le bouton de lecture, nous avons entendu la voix d'Émilie à nouveau, mais cet enregistrement avait clairement été fait à un autre moment. Elle semblait plus faible, plus fatiguée, et en arrière-plan, nous pouvions entendre Duc gémir doucement. « Ceci est pour Duc », a dit la voix d'Émilie, et mon cœur s'est presque arrêté. « Duc, si tu écoutes cela avec maman et papa, cela signifie que tu as tout fait parfaitement, comme je savais que tu le ferais, mais j'ai besoin que tu arrêtes de te blâmer pour ce qui m'est arrivé. » J'ai baissé les yeux sur Duc, qui était assis parfaitement immobile à côté de la tombe. Ses oreilles étaient droites comme s'il était suspendu à chaque mot. Sa queue ne remuait plus. Au lieu de cela, il avait cette expression attristée que je voyais depuis 2 ans, mais que je n'avais jamais complètement comprise jusqu'à ce moment. « Tu as tout fait correctement, mon pote », a continué la voix d'Émilie. « Tu as détecté chaque crise avant qu'elle ne se produise. Tu m'as réveillé des mauvaises. Tu es resté avec moi pendant les moments effrayants où je ne me souvenais plus où j'étais ni de ce qui se passait. Tu as été le meilleur chien d'alerte médicale que l'on puisse souhaiter, même si nous ne t'avons jamais officiellement entraîné pour ce travail. Chien d'alerte médicale. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Duc n'avait pas seulement été le chien d'Émilie pendant ces derniers mois. Il avait été son animal d'assistance non officiel, détectant ses crises avant qu'elles ne se produisent, la protégeant lorsque son cerveau la trahissait, et nous n'en avions aucune idée. L'enregistrement a continué et la voix d'Émilie est devenue plus émotive. « Je sais que tu penses que tu m'as abandonné ce dernier jour, Duc. Je sais que tu te blâmes de ne pas avoir été avec moi lorsque j'ai eu la crise sur la moto, mais tu n'aurais pas pu empêcher ce qui s'est passé. J'ai fait le choix de rouler seul ce jour-là parce que je savais qu'il était temps. » William m'a pris la main si fort que ça m'a fait mal. Émilie avait choisi de rouler seule ce jour-là. L'accident n'avait pas été fortuit du tout. Il avait été le moyen pour Émilie de contrôler la façon dont son histoire se terminait, de nous épargner la mort lente et agonisante que la tumeur au cerveau lui aurait donnée. « Tu as été avec moi toutes les autres fois, mon garçon, chaque crise, sauf la dernière. Tu étais juste là à côté de moi pour m'aider. Te souviens-tu de cette nuit, il y a 3 semaines, où j'ai eu la mauvaise dans mon appartement, celle qui a duré presque 5 minutes? Tu n'as jamais quitté mon côté. Tu n'as cessé de me pousser avec ton nez jusqu'à ce que je revienne à moi. Cela devait être la nuit où elle s'était effondrée dans notre salon. Émilie était rentrée chez elle et avait fait une autre crise, une plus grave, et Duc avait été son seul compagnon. J'ai pensé à ma fille, seule et terrifiée, dans son appartement, avec seulement son chien pour la réconforter à travers ce qui avait dû être une expérience absolument horrible. Le médecin a dit, je pourrais avoir des semaines de crise comme celle-ci, qui empireraient de plus en plus, jusqu'à ce que je ne sois plus moi-même. Je ne pouvais pas vous faire subir ça, Duc. Je ne pouvais pas faire subir ça à maman et papa. L'accident nous a sauvés tous de quelque chose de bien pire. La voix d'Émilie s'est brisée un peu sur ces mots, et en arrière-plan, nous avons pu entendre Duc faire le même gémissement d'où qu'il faisait maintenant, assis à côté de sa tombe. Il avait pleuré non seulement la mort d'Émilie, mais aussi son propre échec perçu à la sauver. Ton travail maintenant est d'aider maman et papa à guérir, a continué Émilie. Tu sais comment fonctionne le deuil, Duc. Tu as fait ton deuil avec moi pendant des mois, depuis que nous avons découvert la tumeur. Tu sais que guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie apprendre à porter l'amour d'une manière différente. L'enregistrement s'est interrompu un instant et nous avons pu entendre Émilie bouger, probablement en ajustant sa position pour se rapprocher de Duc.
Lorsque sa voix est revenue, elle était plus douce, plus intime, comme si elle parlait directement dans son oreille. Je t'ai regardé essayer de prendre soin de maman et papa ces dernières semaines et je suis si fier de toi. La façon dont tu t'assois avec maman quand elle pleure, la façon dont tu suis papa dans le jardin quand il fait semblant de travailler sur son jardin, mais qu'en réalité il a juste besoin de quelque chose à faire avec ses mains. Tu fais déjà exactement ce pourquoi je t'ai entraîné. C'était vrai. Depuis la mort d'Emily, Duke avait développé cette capacité étrange à sentir quand William ou moi avions une très mauvaise journée. Il apparaissait à nos côtés avec l'un de ses jouets, posait sa tête sur nos genoux ou restait simplement assis tranquillement à proximité jusqu'à ce que le pire du chagrin passe. J'avais pensé que c'était une coïncidence, mais maintenant je me suis rendu compte qu'Emily l'avait spécifiquement entraîné à reconnaître les signes du chagrin humain. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes, Duke, a continué la voix d'Emily plus forte, maintenant. Tu n'aurais pas pu me sauver de la tumeur au cerveau pas plus que maman et papa n'auraient pu me sauver en le sachant plus tôt. Certaines choses sont plus grandes que même le chien le plus fidèle, le plus intelligent ne peut gérer, et c'est normal. J'ai regardé Duke à nouveau et je jure que ce chien comprenait chaque mot qu'Emily disait. Sa posture avait changé, de désemparée à attentive, comme s'il entendait enfin quelque chose qu'il attendait depuis 2 ans. La culpabilité que tu as portée n'est pas la tienne, a dit Emily fermement. La culpabilité que maman et papa ont portée n'est pas non plus la leur. Personne ne m'a abandonné. Le seul échec serait si vous arrêtiez tous de vivre parce que je ne le pouvais plus. L'enregistrement a ensuite changé et la voix d'Emily a pris un ton différent, plus professionnel. Maintenant, Duke, j'ai besoin que tu écoutes attentivement la suite, car c'est le travail le plus important que je vais jamais te confier. Dans ton collier, celui que j'ai enterré avec cet enregistrement, il y a une petite plaque métallique avec une adresse dessus. William a immédiatement atteint le collier de Duke et, bien sûr, il y avait une petite plaque métallique attachée, que nous n'avions jamais remarquée auparavant. L'adresse était située quelque part à travers la ville, dans un quartier que je ne connaissais pas. Cette adresse appartient à la famille Henderson, a expliqué Emily. Ils ont perdu leur fille de 15 ans, Jessica, dans un accident de voiture l'année dernière. Ils ont un golden retriever nommé Bella qui est en train de mourir de chagrin, tout comme toi. Madame Henderson a appelé la clinique 3 fois pour demander si nous connaissions quelqu'un qui pourrait aider Bella à apprendre à interagir avec d'autres chiens. À nouveau, ma gorge s'est serrée. Même dans ces dernières semaines, mourant d'un cancer du cerveau et confrontée à son propre chagrin de nous quitter, Emily avait pensé à la façon d'aider d'autres familles qui souffraient. J'ai déjà contacté Madame Henderson et lui ai dit qu'après mon décès, ma famille pourrait être intéressée à laisser Duke passer du temps avec Bella. Je ne lui ai pas parlé de ma maladie, juste que je prenais des dispositions pour l'avenir de Duke. Elle s'attend à ce que vous l'appeliez quand vous serez prêt. L'enregistrement s'est interrompu à nouveau et lorsque la voix d'Emily est revenue, elle était chargée d'émotions. Duke, ton travail n'est pas de sauver les gens de leur chagrin. Ton travail est de marcher à leur côté pendant qu'ils trouvent comment vivre avec. Tu vas apprendre à Bella qu'il est normal d'aimer à nouveau, même après avoir perdu quelqu'un d'important, et elle va t'apprendre la même chose. Emily avait pensé à tout, même dans ses moments les plus sombres face à sa propre mort, elle avait prévu des moyens pour Duke de trouver un but et la guérison après son départ. Elle avait compris que Duke avait besoin d'une mission, qu'il avait besoin de se sentir utile, qu'il avait besoin de savoir que sa capacité d'amour et de loyauté pouvait encore faire une différence dans le monde. « Je t'aime tellement, mon pote », murmura la voix d'Emily à travers le haut-parleur. « Merci d'avoir été mon meilleur ami, mon protecteur, mon partenaire, à travers la période la plus effrayante de ma vie. Maintenant, j'ai besoin que tu sois la même chose pour maman et papa. Peux-tu faire ça pour moi ?» Duke a laissé échapper un gémissement doux et s'est approché de l'enregistreur, comme s'il essayait de se rapprocher au maximum de la voix d'Emily. Sa queue a commencé à remuer lentement, avec hésitation, comme s'il se souvenait comment espérer à nouveau. Debout dans ce cimetière couvert de terre, j'ai réalisé que Duke et moi avions pleuré la même culpabilité pendant 2 longues années. Alors que je me torturais d'avoir manqué les signes de la maladie d'Emily, Duke s'était blâmé de n'avoir pas réussi à empêcher sa mort. Nous avions tous les deux porté le poids d'une responsabilité qui n'était jamais la nôtre. Le soleil commençait à se coucher derrière les chênes, projetant de longues ombres sur l'enceinte du cimetière, et je me suis retrouvé à regarder Duke avec des yeux complètement nouveaux. Ce n'était pas seulement un animal en deuil qui était lentement en train de mourir de chagrin. C'était un chien qui avait passé des mois au service d'Emily en tant que compagnon médical non officiel, détectant les crises, apportant du réconfort pendant ces moments les plus sombres et portant ensuite le fardeau de son secret longtemps après son départ. Au Duke,
ai-je chuchoté, m'agenouillant à côté de lui dans la terre. Tu as essayé de nous dire tout ce temps, n'est-ce pas? Duc m'a regardé avec ses yeux ambrés qui semblaient si tristes et perdus depuis 2 ans, et pour la première fois depuis la mort d'Émilie, j'ai vu quelque chose de différent en eux, pas la résignation vaincue à laquelle je m'étais habitué, mais une lueur de l'intelligence et du but dont Émilie avait toujours parlé. Lorsque je me suis tendu pour lui caresser la tête, Duc a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le jour de la mort d'Émilie. Il s'est penché sur mon toucher, pressant son corps massif contre mes jambes, comme il avait l'habitude de le faire avec elle. Le simple geste a brisé quelque chose dans ma poitrine que je gardais serrée depuis trop longtemps. Je suis tellement désolé, mon garçon, ai-je dit, ma voix se brisant alors que 24 mois d'émotions refoulées se déversaient. Je suis tellement désolé. Nous n'avons pas compris ce que tu essayais de nous dire. Je suis désolé. Nous étions trop aveugles et trop effrayés pour voir ce qu'Émilie traversait. William était assis par terre à côté de la tombe d'Émilie, tenant toujours les dossiers médicaux avec des mains tremblantes. Son visage était mouillé de larmes, mais il y avait aussi quelque chose de différent dans son expression. Le poids écrasant de la culpabilité qui avait courbé ses épaules pendant 2 ans semblait se lever légèrement. Elle savait, a-t-il dit doucement, ne parlant ni à moi ni à Duc, mais à la pierre tombale d'Émilie. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et elle a tout planifié dans les moindres détails. Ce n'était pas quelque chose que nous aurions pu empêcher, n'est-ce pas? C'est alors que l'horreur totale de ce que nous nous étions fait subir m'a enfin frappé. William et moi avions passé 2 ans à être convaincus que nous avions abandonné Émilie en tant que parents, que si nous avions été plus observateurs ou plus insistants, nous aurions pu d'une manière ou d'une autre la sauver. Mais Émilie avait eu 3 coups d'avance sur nous tout le temps, orchestrant avec soin chaque détail pour nous protéger de la connaissance même qui aurait pu l'aider. Elle avait caché ses factures médicales pour que nous ne les trouvions pas accidentellement. Elle avait couvert ses crises pour que nous ne nous inquiétions pas. Elle avait inventé des histoires sur l'entraînement du week-end de Duc pour que nous ne posions pas trop de questions. Chaque mensonge, chaque fausse piste, chaque moment de tromperie avait été un acte d'amour, la façon dont Émilie nous protégeait d'une douleur qu'elle savait que nous ne pouvions pas supporter. Elle nous protégeait. J'ai dit que la prise de conscience me frappait comme un coup physique. Tout le temps, elle essayait de nous empêcher d'avoir à la regarder mourir lentement. Duc a gémi doucement et a poussé ma main avec son nez, attirant mon attention vers lui. En regardant dans ses yeux, j'ai pu voir qu'il avait compris le sacrifice d'Émilie d'une manière que William et moi n'avions jamais comprise. Il savait qu'elle allait mourir, qu'elle souffrait, qu'elle choisissait de l'affronter seule plutôt que d'accabler les personnes qu'elle aimait le plus. Mais Duc avait également porté sa propre version de la culpabilité du survivant. L'enregistrement d'Émilie avait clairement montré qu'il se blâmait de ne pas avoir été avec elle pendant cette dernière crise, celle qui a causé l'accident de moto. Il avait été son compagnon et son protecteur constant pendant des mois, détectant chaque épisode avant qu'il ne se produise, et puis, le seul jour qui comptait le plus, il n'avait pas été là. Tu n'aurais pas pu la sauver, Duc, ai-je dit, en regardant directement dans ses yeux. Même si tu avais été avec elle sur cette moto, même si tu avais détecté la crise avant qu'elle ne se produise, cela n'aurait rien changé. Émilie allait mourir de cette tumeur, quoi que nous fassions. Les mots semblaient étranges en sortant de ma bouche, mais les dire à haute voix semblaient soulever un poids invisible pour nous 3. La queue de Duc a commencé à remuer avec plus d'assurance et William a finalement levé les yeux des dossiers médicaux d'Émilie avec quelque chose qui ressemblait à la paix dans ses yeux. Elle a fait son choix, dit lentement William, comme s'il testait les mots pour voir comment ils sonnaient. Émilie a fait son propre choix sur la façon dont elle voulait quitter ce monde. Et elle a tout planifié pour que nous comprenions un jour pourquoi elle l'avait fait de cette façon. C'est alors que j'ai commencé à comprendre le véritable génie du plan d'Émilie. Non seulement elle nous avait protégés de la douleur de la voir se détériorer, mais elle s'était assurée que nous trouverions un jour le chemin de ce moment de compréhension. Les dossiers médicaux, les journaux d'entraînement, les enregistrements, ils étaient tous conçus pour nous aider à traiter notre chagrin par étapes, à accepter progressivement la vérité d'une manière qui nous aiderait à guérir plutôt qu'à nous détruire. Elle savait que nous nous blâmerions, ai-je dit, des pièces du puzzle s'emboîtant. Elle savait que nous passerions des années à penser que nous l'avions abandonnée. Elle a donc planifié toute cette révélation élaborée pour nous montrer que personne n'avait abandonné personne. Elle prenait soin de nous-mêmes après son départ. Duc semblait comprendre qu'une chose fondamentale avait changé dans notre petit groupe. Il s'est levé et s'est dirigé vers la pierre tombale d'Émilie, reniflant autour de la base comme s'il vérifiait que sa mission avait été accomplie correctement. Puis il est revenu vers William et moi et s'est assis entre nous, sa posture étant plus détendue que je ne l'avais vu depuis 2 ans.
Mais le moment le plus puissant est survenu lorsque Duc a levé les yeux vers la pierre tombale d'Émilie et a laissé échapper un seul aboiement doux, pas le hurlement mélancolique que nous entendions depuis des mois, mais quelque chose qui ressemblait presque à une salutation, comme s'il disait à Émilie qu'il avait accompli avec succès le travail le plus important qu'elle lui ait jamais confié. « Bravo, Duc », ai-je dit, reprenant les mots qu'Émilie avait utilisés dans son enregistrement. « Tu as fait exactement ce qu'elle t'a demandé de faire. » Pour la première fois depuis la mort d'Émilie, la queue de Duc a remué avec un enthousiasme sincère. Il a compris que sa veillée était terminée, qu'il avait exécuté les derniers vœux d'Émilie et qu'il était enfin possible de recommencer à vivre au lieu de simplement survivre. William s'est approché et a gratté Duc derrière les oreilles, ce qu'il n'avait pas fait beaucoup depuis la mort d'Émilie. « Je crois que nous avons tous été assez durs envers nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous trois, nous étions assis là, dans ce cimetière, alors que la dernière lumière s'évanouissait du ciel, comprenant enfin que le deuil ne doit pas nécessairement être associé à la culpabilité et à l'auto-apitoiement. Parfois, le deuil, c'est apprendre à porter l'amour d'une manière différente. Tout comme Émilie l'avait dit dans son enregistrement, parfois la guérison signifie accepter que certaines histoires se terminent comme elles sont censées se terminer, même lorsque cette fin vous brise le cœur. Duc avait essayé de nous enseigner cette leçon pendant 2 ans, attendant patiemment que nous soyons prêts à l'apprendre. Il avait su depuis le début que la mort d'Émilie n'était la faute de personne, que l'amour n'exige pas la capacité à prévenir la perte et que les personnes que nous perdons ne nous quittent jamais vraiment tant que nous honorons ce qu'elles nous ont appris sur la vie. En regardant le visage de Duc dans l'obscurité grandissante, j'ai réalisé que le plus grand cadeau d'Émilie n'avait pas été de nous protéger de sa maladie. Son plus grand cadeau avait été d'entraîner Duc pour nous aider à retrouver l'espoir lorsque nous serions enfin prêts à le recevoir. Mais Émilie avait encore une surprise qui nous attendait, une révélation finale qui transformerait notre compréhension de ce que signifie honorer la mémoire de quelqu'un. Mais Émilie, que son cœur soit béni, elle avait encore une surprise qui a bouleversé tout notre monde. Tout au fond de ce contenant métallique, enveloppé dans ce qui ressemblait à un des vieux t-shirts de la clinique vétérinaire d'Émilie, se trouvait une épaisse enveloppe en papier manie avec le mot phase 2 écrit dessus de sa main soignée. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient des plans détaillés pour quelque chose qu'Émilie appelait le projet commémoratif Duc, bien qu'en lisant ces notes, j'ai réalisé que le mémorial n'était pas vraiment pour Duc. C'était le plan d'Émilie pour transformer notre deuil en quelque chose qui pourrait aider d'autres familles confrontées au même type de pertes dévastatrices que nous avions vécues, maman et papa. La lettre d'accompagnement commençait par « Si vous lisez ceci, cela signifie que Duc a mené à bien la phase 1 de sa mission. Il est maintenant temps pour la phase 2, la partie où vous l'aidez à trouver son nouveau but dans la vie. » Émilie avait tout recherché. Il y avait les numéros de téléphone des conseillers en deuil spécialisés dans la perte d'animaux de compagnie, des informations sur les programmes de certification de chiens de thérapie et des instructions détaillées sur la façon de transformer les capacités naturelles de Duc en une formation officielle qui pourrait aider d'autres familles. Mais la découverte la plus choquante était un compte bancaire qu'Émilie avait créé 6 mois avant sa mort, alimenté par de l'argent qu'elle avait réussi à économiser malgré toutes ses factures médicales. « J'ai mis de l'argent de côté à chaque chèque de paie depuis mon diagnostic », expliquait sa lettre. « Je voulais m'assurer que Duc aurait les ressources nécessaires pour continuer à aider les gens après mon départ. Il y a assez d'argent sur ce compte pour qu'il soit correctement certifié comme chien de thérapie et pour vous soutenir tous les deux pendant que vous cherchez comment transformer cette tragédie en quelque chose de significatif. » Le solde du compte était stupéfiant, près de 15 000 $ qu'Émilie avait réussi à économiser tout en payant secrètement ses traitements contre le cancer. Elle ne nous avait jamais parlé de l'argent qu'elle avait amassé en faisant des heures supplémentaires à la clinique, en répondant aux appels d'urgence, en faisant tout ce qu'elle pouvait pour construire des fondations pour la vie qu'elle voulait que nous ayons après son départ. Mais la vraie surprise était le document suivant dans l'enveloppe, une lettre d'introduction du docteur Rebecca Martinez, l'oncologue dont le nom figurait sur toutes ces factures médicales que j'avais trouvées dans l'appartement d'Émilie, Madame Thompson. La lettre disait « Votre fille Émilie parlait souvent de vous et de votre mari lors de nos rendez-vous. Elle était particulièrement préoccupée par la façon dont sa mort affecterait le bien-être émotionnel de votre famille et elle m'a demandé d'écrire cette lettre pour expliquer ses souhaits concernant l'avenir de Duc. » Le docteur Martinez a poursuivi en expliquant qu'Émilie avait spécifiquement demandé des informations sur les programmes de thérapie assistée par les animaux pour les patients atteints de cancer et leurs familles. Elle avait passé des heures à rechercher comment des chiens comme Duc pouvaient être entraînés pour apporter du réconfort pendant certains des moments les plus difficiles de l'expérience humaine. Émilie croyait que la capacité naturelle de Duc à détecter la détresse émotionnelle, combinée à son expérience à la soutenir pendant sa maladie, le rendait particulièrement qualifié pour aider d'autres familles confrontées à un diagnostic terminal. Le docteur Martinez a écrit «
elle m'a demandé de vous mettre en contact avec le coordinateur des services aux patients de notre hôpital lorsque vous vous sentirez prêt à explorer cette possibilité. Il y avait plus encore, Emily avait déjà contacté le Sacramento General Hospital, le UC Davis Medical Center et 3 organisations de soins palliatifs locales au sujet de la possibilité que Duke devienne un chien de thérapie certifié. Elle avait rempli des demandes préliminaires, rassemblé des dossiers vétérinaires et avait même prévu l'évaluation du tempérament de Duke 6 mois après la date prévue de son décès. Je voulais vous donner à tous les deux le temps de faire votre deuil, expliquait sa lettre. Mais je voulais aussi m'assurer que Duke aurait une voix claire. Quand vous serez prêt, il aura besoin d'un travail, maman et papa. Les chiens comme Duke ne sont pas heureux à moins de servir un but, et son but ne devrait pas s'arrêter simplement parce que le mien s'est arrêté. William secouait la tête, stupéfait, en lisant les plans minutieux d'Emily. Elle avait pensé à tout. Il n'arrêtait pas de répéter chaque détail. Mais la découverte la plus émouvante était un petit album photo au fond de l'enveloppe, rempli de photos qu'Emily avait prises lors de ses séances d'entraînement secrètes avec Duke au cimetière. La photo montrait Duke apprenant à détecter différentes odeurs, à pratiquer ses comportements d'alerte et à maîtriser progressivement les tâches complexes qu'Emily lui avait enseignées. Sur une photo, Duke était assis parfaitement immobile tandis qu'Emily enterrait un récipient d'entraînement, ses yeux fixés intensément sur son visage alors qu'il attendait son prochain ordre. Sur une autre, il localisait avec succès un objet caché, tandis qu'Emily observait avec une évidente fierté. Mais la photo qui m'a brisé le cœur était la dernière de l'album, Emily agenouillée à côté de Duke, les bras autour de son cou, tous les deux regardant directement l'appareil photo avec des expressions de confiance et d'amour absolu. Au dos de cette photo, Emily avait écrit « Jour de la remise des diplômes de Duke. Il est prêt à tout maintenant ». C'est alors que j'ai compris toute l'ampleur de ce qu'Emily avait accompli au cours de ces derniers mois. Alors que William et moi nous inquiétions de son emploi du temps et de ses mystérieuses activités du week-end, elle avait créé un plan complet pour que notre famille puisse transformer notre perte en une source de guérison pour les autres. Elle avait utilisé sa propre expérience de maladie terminale pour concevoir un programme qui pourrait aider d'autres familles à surmonter des difficultés similaires. Elle a transformé Duke en conseiller en deuil. J'ai dit que la réalisation me frappait comme la foudre. Tout cet entraînement, tous ces voyages du week-end au cimetière, elle lui enseignait comment aider les gens à gérer la perte et à retrouver l'espoir. L'enveloppe en papier manie contenait également des instructions détaillées pour la formation continue de Duke, avec les coordonnées de formateurs professionnels de chiens de thérapie avec lesquels Emily avait déjà parlé du parcours unique de Duke. Il y avait des protocoles pour différents types de soutien au deuil, des directives pour travailler avec les familles confrontées à une maladie terminale et même des suggestions sur la façon dont Duke pourrait aider les enfants qui avaient perdu leurs parents ou leurs frères et sœurs. Emily avait essentiellement créé un plan d'affaires pour transformer notre tragédie personnelle en une ressource pour la guérison communautaire. Elle avait identifié le besoin, développé la solution, obtenu le financement et formé le principal participant. William et moi n'avions qu'à suivre ses instructions détaillées et à croire que Duke était prêt pour cette prochaine phase de sa vie. Mais l'aspect peut-être le plus touchant du plan d'Emily était la façon dont elle avait pris en compte notre propre processus de guérison. Le calendrier qu'elle avait créé prévoyait 2 années complètes de deuil privé avant que le service public de Duke ne commence. Elle savait que nous aurions besoin de temps pour surmonter notre propre culpabilité et notre douleur avant d'être prêts à aider d'autres familles avec les leurs. La phase 2 commence quand vous êtes prêt, concluait sa lettre, pas quand le calendrier le dit. Duke saura quand vous aurez suffisamment traité votre propre deuil pour commencer à partager ses dons avec les autres. Faites-lui confiance pour vous guider, tout comme il vous a guidé jusqu'à ce moment. En regardant Duke alors qu'il était assis entre William et moi dans ce cimetière, j'ai pu voir qu'Emily avait absolument raison concernant sa préparation pour cette nouvelle mission. Le chien vaincu, le cœur brisé, qui avait lentement dépéri de chagrin pendant 2 ans, avait disparu, remplacé par l'animal intelligent et déterminé qu'Emily avait toujours su qu'il pouvait devenir. La transformation de Duke ne s'était pas produite soudainement lorsque nous avions découvert les enregistrements d'Emily. Elle avait été progressive, s'intensifiant tout au long de notre conversation alors qu'il écoutait la voix d'Emily lui expliquant son nouveau rôle et le libérant de la culpabilité qu'il portait. Au moment où nous avons fini de lire tous les plans d'Emily, Duke était assis plus droit, ses yeux plus brillants, tout son comportement rayonnant du genre d'énergie concentrée dont les chiens de thérapie ont besoin pour faire leur travail efficacement. Elle savait que nous serions prêts maintenant, a dit William. En regardant l'étiquette sur le collier de Duke avec une nouvelle compréhension, 2 ans, c'était exactement le bon délai. C'est alors que j'ai réalisé que le plan d'Emily avait encore une autre couche de génie. En attendant 2 ans pour révéler la véritable mission de Duke,
elle avait veillé à ce que notre propre expérience du deuil fasse de nous de meilleurs défenseurs pour les autres familles confrontées à des pertes similaires. Nous ne serions pas seulement des gens qui entraînent un chien de thérapie. Nous serions des gens qui comprennent par expérience personnelle comment la compagnie des animaux peut apporter du réconfort dans les moments les plus sombres de l'existence humaine. Émilie avait transformé la plus grande tragédie de notre famille en notre plus grande opportunité de servir les autres, et Duc, ce magnifique chien patient et loyal, avait attendu 2 ans que nous soyons prêts à nous joindre à lui pour honorer la mémoire d'Émilie en servant les familles qui avaient besoin exactement de ce que nous pouvions leur offrir. Vous savez ce qu'on dit, le bon Dieu ne ferme jamais une porte sans ouvrir une fenêtre, et Émilie nous a ouvert une sacrée fenêtre par laquelle passer. Cela fait maintenant 5 ans, et je suis assise ici dans ma cuisine un dimanche matin, regardant Duc entraîner son remplaçant dans notre jardin, en pensant à combien nos vies ont changé depuis ce jour au cimetière. Duc a 14 ans maintenant, il prend de l'âge en années canines, mais vous ne le sauriez jamais en le regardant travailler. Pas plus tard qu'hier, il a passé 3 heures au Sacramento Général avec la famille Patterson dont le fils de 8 ans lutte contre la leucémie. Duc a cette façon de savoir exactement quand un enfant a besoin de réconfort et quand il a besoin d'espace, quand un parent est prêt à parler de ses peurs et quand il a juste besoin de quelque chose de chaud et de solide contre lequel s'appuyer. La Emily Thompson Memorial Foundation a été officiellement lancée il y a 3 ans. Et si cela ne suffit pas, nous avons une liste d'attente de familles qui demandent les services de Duc. William gère la partie administrative depuis notre salle à manger, ce qui aurait amusé Emily, puisqu'il se plaignait qu'elle laissait les documents vétérinaires sur cette même table. Je m'occupe de la famille, des entretiens de prise en charge et je coordonne avec les hôpitaux, et Duc, eh bien, Duc fait ce qu'Emily lui a appris à faire, il aide les gens à guérir. La famille Henderson qu'Emily avait mentionnée dans ses enregistrements est devenue notre première véritable réussite. Leur Golden Retriever, Bella, était en si mauvais état quand nous les avons rencontrés pour la première fois que je n'étais pas sûr qu'elle s'en sortirait. Elle avait cessé de manger, cessé de jouer, ne voulait même pas reconnaître l'existence d'autres chiens. Mais Duc avait une façon de faire avec elle. C'était quelque chose à voir. En moins d'1 mois de visite régulière, Bella remuait à nouveau la queue. En moins de 3 mois, elle jouait à la balle. Maintenant, elle est elle-même un chien de thérapie certifié, travaillant aux côtés de Duc à l'hôpital pour enfants. Madame Henderson aime plaisanter en disant que Duc n'a pas seulement sauvé Bella, il a sauvé toute leur famille. Nous mourions tous un peu chaque jour en la voyant dépérir, m'a-t-elle dit le Noël dernier. Mais Duc nous a montré que le deuil ne doit pas nécessairement être la fin de l'histoire. Parfois, ce n'est que le début d'un autre chapitre. C'est devenu notre devise officieuse à la Fondation. Le deuil n'est pas la fin de l'histoire. Émilie avait compris cette vérité d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais besoin de comprendre, et elle a veillé à ce que Duc puisse partager cette compréhension avec les familles qui avaient le plus besoin de l'entendre. Le processus de certification des chiens de thérapie était exactement aussi rigoureux qu'Émilie l'avait prédit. Duc a dû passer des tests de tempérament, des examens médicaux et des évaluations comportementales approfondies avant de pouvoir officiellement travailler en milieu hospitalier. Mais l'entraînement d'Émilie l'avait préparé à tout cela. Il a réussi toutes les exigences comme s'il avait fait ce travail toute sa vie, ce qui, d'une certaine manière, je suppose, était le cas. Le docteur Martinez du centre d'oncologie est devenu une sorte d'ami de la famille au fil des ans. Elle passe parfois à la maison quand elle a eu une semaine particulièrement difficile, et Duc semble comprendre que les médecins et les infirmières ont besoin de réconfort aussi. Votre fille était remarquable, m'a-t-elle dit lors de l'une de ses visites. Dans toutes mes années de pratique, je n'ai jamais eu une patiente qui ait planifié aussi minutieusement le bien-être émotionnel de sa famille après sa mort. La plupart des gens peuvent à peine gérer la planification de leur propre traitement. Les répercussions du plan d'Émilie se sont propagées plus loin que nous n'aurions pu l'imaginer. Nous avons des chiens de thérapie qui travaillent dans 5 hôpitaux du nord de la Californie, maintenant tous entraînés selon les protocoles qu'Émilie a développés lors de ses séances avec Duc. L'école vétérinaire de l'Université de Californie a commencé à inclure la thérapie de deuil assistée par les animaux dans son programme d'études, en utilisant les journaux d'entraînement d'Émilie comme matériel de base. Mais la véritable mesure du succès ne réside pas dans les chiffres ou la reconnaissance. Elle réside dans des moments comme mardi dernier, lorsque Duc a passé un après-midi avec la famille Miller dont la fille de 16 ans venait d'être diagnostiquée avec le même type de tumeur au cerveau qu'Émilie. Les parents étaient exactement là où William et moi étions il y a 5 ans, terrifiés, en colère, désespérés que quelqu'un leur dise que leur enfant allait bien. Duc est resté avec cette fille pendant 2 heures, sans jamais bouger de son côté, pendant qu'elle pleurait et s'indignait de l'injustice de tout cela.
Il n'a pas essayé de la remonter le moral ou de la distraire de sa peur. Il a juste offert une présence constante et chaleureuse qui disait « Je comprends, je suis déjà passé par là. Vous n'êtes pas seul. » Au moment où nous sommes partis, elle lui grattait les oreilles et parlait de la façon dont elle voulait devenir vétérinaire, comme Émilie. Comment savait-il exactement ce dont elle avait besoin, m'a demandé sa mère alors que nous sortions sur le parking. Parce que quelqu'un qu'il aimait beaucoup lui a appris à faire face à des situations impossibles avec grâce, lui ai-je répondu, et parce que les chiens ont une façon de comprendre les choses sur le deuil que le reste d'entre nous doit apprendre à la dure. Le jeune chien qui se trouve dans notre jardin en ce moment s'appelle Hope, un mélange berger allemand que nous avons secouru du refuge il y a 6 mois. Elle a l'intelligence de Duke et la ténacité d'Émilie, si un chien peut hériter d'une telle chose. Duke l'entraîne de la même manière qu'Émilie l'a entraîné, lui apprenant à reconnaître les signes de détresse humaine, à apporter du réconfort sans être envahissant, à savoir quand quelqu'un a besoin d'espace et quand il a besoin de contact. William s'inquiète de ce qui va se passer quand Duke ne pourra plus faire ce travail. Les chiens ne vivent pas éternellement, même si nous aimerions qu'ils le puissent, et 14 ans, c'est beaucoup pour un berger allemand. Mais j'ai appris à ne pas sous-estimer les capacités de planification des femmes Thompson, Émilie incluse. Elle a laissé des instructions détaillées pour l'entraînement du successeur de Duke, avec des calendriers et des repères comportementaux. Hope sera prête le moment venu, tout comme Duke était prêt quand Émilie avait besoin de lui. Seigneur, ayez pitié. Cette fille à moi avait pensé à tout. Même maintenant, 5 ans après sa mort, je découvre encore des couches de son plan que je n'avais pas remarquées auparavant. Le mois dernier, William a trouvé une enveloppe scellée dans le bureau d'Émilie avec pour instruction de ne pas l'ouvrir avant le 15e anniversaire de Duke. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette enveloppe, mais connaissant Émilie, il s'agit probablement des plans pour la prochaine phase de la mission de Duke. Les gens me demandent parfois si je suis en colère contre Émilie pour avoir gardé sa maladie secrète, pour avoir fait les choix qu'elle a fait concernant la façon de gérer ces derniers mois. La vérité, c'est que je comprends maintenant que tout ce qu'Émilie a fait était un acte d'amour. Elle ne pouvait pas nous donner plus de temps avec elle, mais elle pouvait nous donner un moyen de faire en sorte que sa mort signifie quelque chose de plus qu'une simple perte. Duke ralentit ces jours-ci, passant plus de temps à faire la sieste au soleil et moins de temps à jouer à la balle. Mais quand il travaille, quand il est assis à côté d'un lit d'hôpital ou couché sur les pieds d'un parent en deuil, il se transforme en le chien qu'Émilie savait qu'il pouvait devenir. Il porte son amour en avant de la manière la plus pratique possible en aidant d'autres familles à trouver leur chemin dans l'obscurité. Elle ne pouvait pas s'échapper elle-même. Alors que je regarde Hope apprendre de Duke dans notre jardin, en pratiquant les mêmes exercices qu'Émilie a conçus toutes ces années, je réalise que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un meurt. Il trouve juste de nouvelles façons de servir, de nouvelles mains pour travailler, de nouveaux cœurs pour réconforter. L'amour d'Émilie est toujours actif dans ce monde, fait toujours une différence dans la vie des familles confrontées à leurs pires cauchemars, et cela, je suppose, est à peu près aussi proche de l'éternité que n'importe lequel d'entre nous puisse l'être. Vous savez, mes amis, après toutes ces années de vie, nous apprenons que les moments les plus difficiles de la vie apportent souvent les plus grands cadeaux, même lorsque nous ne pouvons pas les voir à ce moment-là. L'histoire de Duke nous rappelle que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un nous quitte. Il trouve juste de nouvelles façons de servir. En tant que parents et grands-parents, nous nous sommes tous inquiétés pour nos enfants, nous nous sommes demandé si nous en avions fait assez, si nous avions dit les bonnes choses, si nous les avions préparés à tout ce que la vie leur réserve. L'histoire d'Émilie nous montre que parfois, nos enfants prennent mieux soin de nous que nous ne l'aurions jamais imaginé possible. Ils planifient notre avenir, protègent notre cœur et laissent derrière eux des héritages qui nous réconforteront longtemps après leur disparition. Dans nos dernières années, lorsque la perte devient plus familière que nous ne le souhaiterions, nous devons nous rappeler que le deuil n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le début de notre chapitre le plus significatif. Que ce soit par le biais d'un chien fidèle, d'un souvenir précieux ou d'une façon inattendue d'aider les autres, les personnes que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Elles nous enseignent simplement de nouvelles façons de porter leur amour dans un monde qui a désespérément besoin de ce que nous avons à offrir.